CEO de Teammate, consultant en stratégie, transformation numérique, speaker et puis directeur de cette journée, de ce festival qui nous réunit, l'entreprise positive avenir de l'homme. C'est le thème de cette keynote et c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être un peu plus nombreux que dans la journée, ça fait vraiment plaisir. En plus, l'apéro approche, donc on n'a jamais été aussi près. Bon, comme vous le savez, on l'a beaucoup rappelé aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une transformation aux impacts qui sont profonds, rapides et irréversibles. Et cette transformation, on doit la regarder droit dans les yeux. Cette révolution digitale qui pourrait se transformer elle aussi en une espèce de dictature de la donnée, où l'humain devient augmenté et pourtant réduit à l'état d'algorithme avatarisé. Avec cette transformation, mesdames, messieurs, les entreprises se font uberiser. La réalité devient virtuelle. Les hommes sont remplacés par des robots. Et se dessine la perspective d'une humanité à deux vitesses, les uns évoluant vers une sorte de transhumanisme bionumérique et les autres finissant au mieux exploités, au pire éliminés, tels des australopithèques des temps modernes. Bienvenue à tous au Festival de l'innovation positive. Je m'appelle Marc-Antoine. Je suis effectivement cofondateur de l'agence Teammate qui organise cet événement et l'heureux président de ce festival. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas très réjouissant et pourtant ce n'est pas de la science-fiction. Mais je suis là pour vous convaincre que l'innovation est l'avenir de l'humanité. Un avenir qui passe par les entreprises, qui sont la clé d'un futur beaucoup plus réjouissant que le tableau que je viens de vous dépeindre. Et un avenir qui passe avant tout par l'homme. Je veux commencer par dire qu'il y a une différence très forte entre l'état réel du monde dans lequel on vit et la perception que nous en avons. L'humanité n'a jamais vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui, avec autant de richesses qu'aujourd'hui, avec autant de sécurité qu'aujourd'hui, bien qu'évidemment il persiste beaucoup de zones d'ombre, notamment au niveau écologique et au niveau de la répartition de ces richesses. Mais le monde va beaucoup mieux qu'il y a ne serait-ce que 20 ans. C'est une réalité, c'est mesuré. On dit même que la couche d'ozone est en train de se résorber, ce qui ne veut pas dire que les gaz à effet de serre ne sont plus du tout un problème. Mais le monde va mieux qu'il y a 20 ans. Pourtant, on a peur de l'avenir, on a peur de ce futur très proche qui s'offre à nous. Et cette peur, elle est toujours exacerbée quand on est dans des phases de transformation comme celle que nous sommes en train de vivre. Pourtant, ce n'est pas la première révolution technologique que nous traversons. La première a eu lieu il y a 15 000 ans, à l'époque où l'homme a décidé de passer du statut de chasseur-cueilleur vivant en petites tribus nomades à celui de éleveur-cultivateur sédentarisé. Première révolution technologique parce qu'on a commencé à construire des outils de plus en plus élaborés, des maisons. La taille de nos groupes a augmenté et il a fallu s'organiser. Il y a 15 000 ans, nous sommes entrés dans l'ère de la gouvernance collective et de la croissance systémique. Et les changements ont été spectaculaires et profonds jusqu'à aujourd'hui. Ça a été le début de la fin pour toutes les autres espèces animales qui se sont fait annihiler, éliminer, exploiter. Et ça a été la fin du début pour nous, l'être humain. On est définitivement descendu de notre arbre pour monter au sommet de la pyramide animale et prendre le contrôle total du monde. Pour vous dire qu'une révolution technologique a des impacts profonds. Alors on a continué notre petit bout de développement. On a connu d'autres grosses transformations, des révolutions industrielles, des révolutions scientifiques, des révolutions sociales, et toujours des progrès importants pour l'humanité, mais toujours au détriment de son écosystème. Et aujourd'hui, au cœur d'une troisième révolution
industrielle, d'une nouvelle révolution technologique, la fameuse révolution numérique, on est de plus en plus nombreux à se poser des questions existentielles importantes et conséquentes. Est-ce qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque où on chassait des mammouths en tribu avec les copains? Quand on se regarde, on est quand même de plus en plus nombreux, plus de 7 milliards, et c'est pas fait pour, on n'est pas en train de ralentir le rythme. On construit des produits et des services de plus en plus mirobolants, qu'on commande en tapant un mot-clé sur Google, en un clic sur Amazon, livré en un jour en bas de chez nous, consommé et jeté aussi vite. On est en train de se donner les moyens d'aller coloniser des autres planètes. On invente des robots pour nous remplacer dans nos tâches physiques et dans nos tâches mentales. Comme des dieux, on manipule les autres espèces vivantes génétiquement. Comme des dieux, on crée de nouvelles formes d'intelligence artificielle, faibles, moyennes, fortes. Et comme des dieux, on travaille à notre propre immortalité. Mais est-ce qu'on est plus heureux qu'à l'époque où on chassait des mammouths en tribu avec les copains? C'est vrai, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus simple. C'était barbecue tous les jours, même par ce froid. Là, ça vous ferait du bien un barbecue, j'imagine. C'était chasse, pêche, champignons, baston, discussion philosophique au coin du feu. Enfin, philosophique. Le niveau de langage n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Par contre, les capacités intellectuelles étaient presque plus développées qu'aujourd'hui, puisqu'on devait mémoriser beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui, au risque de mourir, tout simplement, parce que si on se trompe de champignons, on meurt. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, l'espérance de vie, c'était 25 ans. Alors, je vais faire un petit sondage dans la salle. Ne soyez pas timides, j'en fais partie. Qui a plus de 25 ans ici? Levez la main. Ok, vous seriez tous morts. À l'époque, c'était aussi un peu la loi du plus fort. Deuxième petit sondage rapidement. Qui ici se sent très musclé et hyper dominant? Levez la main. Ça m'étonne pas. Voilà, bon. Ouais, je te reconnais, Laurent. Je le savais. Bien, les autres, vous seriez tous morts ou en train de manger les restes. À l'époque, les conditions de confort et de sécurité n'étaient pas exactement ce qu'elles sont aujourd'hui, les conditions d'hygiène non plus. Et en plus, il n'y avait même pas de smartphone. Alors, levez la main ceux dans la salle qui n'ont pas de smartphone. Oh, un décroissant. C'est Raouti, je m'en doutais. Eh bien, tous les autres, vous seriez morts, parce qu'on ne peut pas s'en passer de ces petits smartphones. Par contre, il y avait une chose à l'époque qu'on a perdue aujourd'hui, c'est un vrai respect, parce qu'une vraie crainte de l'écosystème dans lequel on vivait. Et ça, il est grand temps de le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Certains disent que de toute façon, on va revenir de force à l'âge de pierre, avec une guerre, avec une catastrophe naturelle. C'est une possibilité. D'autres prônent la décroissance. Sortir de cette économie de l'hyperconsommation qui nous rend complètement fous. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, des mouvements de foule du Black Friday. C'est assez spectaculaire. Là, on est au retour à l'âge de pierre, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Le cerveau reptilien reprend le contrôle. On se jette sur la télé et on se bat pour l'avoir. Cette économie de l'hyper-croissance qui finalement renforce les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, cette économie de l'hyper-croissance qui nous oblige à puiser de plus en plus dans ces ressources naturelles qui sont loin d'être infinies. Le problème, c'est que ça fait 15 000 ans qu'on est dans l'économie de croissance. C'est ancré, Lily Gros l'a dit tout à l'heure dans sa keynote, c'est ancré dans la nature de l'homme d'inventer des produits de plus en plus élaborés, des services de plus en plus élaborés et de faire du commerce avec ses pairs. L'innovation et l'entreprise, c'est ce qui régit notre mode de fonctionnement collectif aujourd'hui. On a essayé d'autres systèmes, ça n'a pas très bien fonctionné, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres. La perspective de l'économie circulaire se développe, mais l'entreprise et l'innovation, c'est ce qui régit notre mode de fonctionnement collectif. C'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Si l'entreprise
permet de mettre notre incroyable capacité d'innovation au service d'intérêts responsables, alors l'entreprise est l'avenir de l'homme. Aujourd'hui, il y a un mouvement. Un mouvement qui est particulièrement marqué ici, à Euratechnologies, ici dans la région, mais pas seulement, c'est un mouvement mondial. Un mouvement qui est assez embryonnaire peut-être, mais un mouvement qui est analysé, un mouvement qui est théorisé, un mouvement qui est documenté, un mouvement qui est porté par des leaders, des petits leaders, des grands leaders, un mouvement qui est une volonté collective de plus en plus forte de redonner du sens à la façon dont on travaille, à la façon dont on consomme, aux produits qu'on achète, aux produits qu'on vend, à vivre plus en harmonie avec la nature et notre écosystème et à construire un futur meilleur pour nos enfants. Toutes les startups qui se sont exposées ici à Cheers sont dans ce mouvement. Tous les intervenants qui ont parlé ici sur cette scène sont dans ce mouvement. Ce mouvement, il n'est pas un mouvement utopiste ou un mouvement décroissant ou un mouvement d'altermondialisme, c'est un mouvement global. Et ce mouvement, ce sont les entreprises qui sont le plus à même de le développer. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, déjà, elles sont dans une phase de transformation avec l'économie numérique qui est totalement propice à l'inclusion de cette démarche. Et deuxièmement, parce que ce sont les entreprises qui contrôlent la consommation et donc nos comportements. La puissance des GAFAM aujourd'hui est là pour en témoigner. On est tous des utilisateurs actifs, passifs, conscients, inconscients de Google, Facebook, Amazon et consorts et bien d'autres. Alors, innover et entreprendre au service d'intérêts responsables, c'est ça l'innovation positive. C'est pour ça qu'on a fait ce festival. C'est l'innovation au service du progrès économique, bien sûr. Pour moi, la décroissance n'est pas encore à l'ordre du jour, mais aussi au service du progrès social, du progrès écologique, du progrès éducatif, du progrès sociétal. Innover et entreprendre avec des intérêts responsables. C'est l'entreprise positive. Je peux vous dire que quand je parle de l'entreprise positive, très souvent dans les yeux de mes interlocuteurs, ce que je vois apparaître, c'est ça. Eh Marco, t'es mignon. T'es bien gentil avec ton mouvement de l'entreprise positive. Ouais, il y a un peu de condescendance souvent. C'est pas grave, j'aime bien. Mais tu te rends pas bien compte, Marco, de la violence de la compétition économique dans laquelle on se trouve. Je pense que tu te rends pas bien compte. Et puis Marco, t'es gentil avec ton beau costume, ton iPhone 8 et ton SUV. Mais t'es qui pour prôner la responsabilité collective? Et puis t'es un patron, t'es un chef d'entreprise. Ton truc de l'entreprise positive, au mieux c'est une posture pour te donner bonne conscience, et au pire c'est du pur marketing, c'est du business de la bonne conscience. Bon, évidemment, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse, vous l'imaginez. Mais je l'entends. Parce qu'effectivement, s'inscrire dans cette démarche, c'est aussi donner l'exemple. Mais je suis bien placé pour savoir qu'une entreprise est en compétition. J'ai même, je crois, des compétiteurs dans la salle. Et c'est tant mieux. Qu'une entreprise doit se développer avant tout économiquement. Mais du coup, la question se pose, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est réaliste de mettre nos entreprises au service d'intérêts qui ne sont pas uniquement les siens? Comment faire? Eh bien, la réponse est assez simple, en faisant de ces intérêts responsables les siens, justement. Et dans cette transformation digitale, dans cette transformation sociétale que nous sommes en train de vivre, il est totalement dans l'intérêt des entreprises de s'inclure dans cette démarche et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, pour mettre en place des modes de gouvernance qui sont adaptés aux nouvelles générations et aux enjeux socio-environnementaux auxquels ces nouvelles générations, et pas que,
sont de plus en plus attachés, de plus en plus impliqués et de plus en plus sensibles. Deuxièmement, pour être plus compétitive, parce que l'innovation nous permet de créer des nouveaux usages intelligents, surtout quand ils sont responsables, et donc des nouveaux modèles économiques, et de s'inscrire dans cette compétition mondiale qui est ultra accélérée avec le numérique. Et troisièmement, pour être en phase avec cette volonté collective, globale, de redonner du sens au travail, qui est aujourd'hui, lui aussi en pleine transformation, et du sens à cette économie de la consommation. Et quand on regarde les études dans le détail, et je vous conseille le livre de Jacques Lecomte qui s'appelle L'entreprise humaniste, qui est un peu lourd à lire parce que justement plein d'études, c'est tout à fait possible pour les entreprises de s'inscrire dans cette démarche, y compris les plus grosses entreprises, et mieux les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche de création de valeur collective ont plus de réussite économique que les autres. Être une entreprise positive, ce n'est pas être une tribu de bisounours, de Bambi, de doux rêveurs, d'utopistes. Chez Teammate, on a un plan de croissance ambitieux. Chez Teammate, on a une stratégie pour développer notre chiffre d'affaires, pour développer nos bénéfices. Pourtant, dans notre approche, dans nos convictions, dans notre management, dans notre collaboration, dans notre métier qui est de faire réussir les projets d'innovation de nos clients, dans nos actions, comme celle complètement folle d'organiser un événement comme celui-ci, à côté du boulot quand même, eh bien nous sommes une entreprise positive. Et en plus, depuis 7 ans, on est en croissance, on fait des bénéfices, et c'est que le début. Voilà, donc c'est possible, mais à une condition, c'est que cette démarche dans l'entreprise soit collective. Et je veux juste profiter de cet instant qui m'est donné devant vous. Je sais que je sais pas si le chrono est fini ou si... Bon, ok, j'accélère. Je veux juste profiter de cet instant qui m'est donné... De toute façon, je suis le dernier, donc ça va. C'est le privilège du dernier. Je veux juste profiter de cet instant qui m'est donné devant vous et d'avoir une assistance pour dire ma reconnaissance à l'équipe de Teammate. Parce que cette équipe, cette démarche-là, elle contribue tous les jours à la développer, à l'améliorer. Et c'est quelque chose qui se fait ensemble. Donc aujourd'hui, je veux rendre hommage à mon équipe parce que ce ne sont pas des choses faciles à mettre en œuvre, contrairement à ce qu'on croit. Et je voudrais juste qu'on les applaudisse chaleureusement parce qu'en plus, ils se sont vraiment bougés pour cet événement. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Et j'aurai l'occasion de leur dire après. Évidemment, même chez Teammate, on a beaucoup de choses à améliorer. Être une entreprise positive, c'est comme l'innovation elle-même. C'est un processus continu, avec de l'amélioration continue, de la transmission continue. Et ce processus collectif qui est en itération permanente et en incrémentation permanente de créer de la valeur pour nos clients, mais aussi un peu au-delà. Évidemment, cette démarche, elle est toujours insufflée par un fondateur, des fondateurs, par une gouvernance, par des dirigeants, mais sans l'inclusion globale des équipes dans cette démarche, ça ne fonctionne pas. Et cette transformation numérique que nous sommes en train de vivre est une opportunité exceptionnelle d'inclure ces démarches finalement pas si compliquées à mettre en place dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que innover dans le numérique, c'est créer des produits et des services numériques. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces produits et services numériques, ils ont une spécificité, c'est que ce sont des êtres vivants en perpétuel mouvement. C'est pas une voiture toute figée. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et donc, ça nécessite de mettre en place des processus de gouvernance qui sont plus adaptés à cette amélioration continue. C'est-à-dire du management constructif, une démarche appréciative, une responsabilisation beaucoup plus forte de l'ensemble des équipes et des process de pilotage beaucoup plus horizontaux. Investir dans l'innovation numérique est finalement une opportunité de transformer la gouvernance de l'entreprise. Et nous, au quotidien, on le constate tous les jours.
À chaque projet qu'on accompagne, il y a une transformation de la gouvernance de l'entreprise. Parfois très rapide, parfois très 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 lente, mais elle est systématique. Elle se met en place parce que de toute façon, innover, c'est aussi innover au niveau du management. Voilà pourquoi cette transformation, cette révolution numérique, cette révolution digitale, cette révolution technologique est une chance qu'il faut embrasser et qu'il faut saisir. C'est une opportunité pour les entreprises de se réinventer par l'innovation et c'est une opportunité par les entreprises de générer des changements qui sont durables, des changements qui sont utiles et des changements qui sont constructifs. Je conclus en vous disant donc continuez à investir de l'argent, des moyens dans des projets d'innovation et n'hésitez pas pour cela à venir voir une petite équipe qui s'appelle Teammate. On n'est pas seul. Parce que c'est notre métier, mais plus que ça, c'est notre mission, c'est notre conviction profonde et ça fonctionne. L'entreprise positive fonctionne. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse... Merci. Voilà, merci beaucoup.